Parce qu'en fait, les antibiotiques, ce qu'ils ont permis, c'est d'augmenter encore plus la taille, la productivité et la rentabilité des exploitations. Les animaux étaient moins malades, les humains aussi. Les animaux grossissaient plus vite, les humains reprenaient le travail plus rapidement. Donc, les présenter comme des médicaments occulte quand même énormément les autres rôles que ces antibiotiques ont joués et continuent de jouer dans l'histoire récente. Pour le dire autrement, les virus bactériophages constituent aujourd'hui le plus grand réservoir de gènes inconnus sur Terre. Ils sont donc porteurs d'un potentiel fonctionnel inimaginable, c'est ce que les microbiologistes appellent la dark matter. Le coût de développement à terme est en fait pas énorme, rien à voir en fait avec les traitements antibiotiques de dernière génération. L'invitée d'aujourd'hui est Charlotte Brive. Elle est anthropologue des sciences et de la santé et s'intéresse aux relations entre les humains et leurs microbes. Elle a publié à ce sujet 2 ouvrages, Face à l'antibiorésistance, une écologie politique des microbes, et Pluribiose, travailler avec les microbes. Dans cette conférence, après avoir rappelé que toute connaissance est toujours située, elle présente l'histoire de la résistance aux antibiotiques avant d'explorer la thérapie phagique comme possible alternative. Donc, depuis 2017, je travaille sur les virus bactériophages. Donc dans les dernières années, j'ai notamment travaillé à la description et à l'analyse du développement de la thérapie phagique. Donc la thérapie phagique, c'est l'utilisation des virus bactériophages pour traiter les infections bactériennes devenues résistantes aux antibiotiques. Et donc pour ça, je me suis intéressée à la production des savoirs dans les laboratoires, en pratiquant notamment l'observation participante, mais aussi dans des essais cliniques, à l'hôpital ou encore dans les agences de réglementation et les institutions de santé publique pour tenter de comprendre un peu les propositions qui sont faites par les acteurs et les actrices et la façon dont ces propositions s'articulent ou ne s'articulent pas. L'idée qui sous-tend mes travaux est en effet que pour saisir le développement d'une innovation, mais aussi pour comprendre comment celle-ci peut ou non se développer, avec quel type de contraintes, mais aussi avec quelles éventuelles conséquences, eh bien, il est important de saisir comment les savoirs sont produits. Donc les méthodes, les concepts, les techniques, les savoirs et les savoir-faire. Et donc, si on veut accompagner l'utilisation des savoirs scientifiques en dehors des laboratoires, eh bien, il est nécessaire de s'intéresser à la façon dont ces savoirs sont produits dans les laboratoires. Une innovation thérapeutique n'est pas en soi bonne ou mauvaise. La manière dont elle va être pensée et développée, les conséquences de ses applications, tout ça va dépendre de la façon dont cette innovation prend en compte les spécificités des entités humaines et non humaines qu'elle met en relation, les connaissances qu'elle contribue à créer et sur lesquelles elle s'appuie, mais aussi tout le contexte matériel, scientifique, politique, social, dans lequel cette innovation se déploie et qu'elle va contribuer à transformer. Alors, il ne s'agit pas seulement pour moi de décrire et d'analyser, il s'agit également de participer aux propositions qui sont faites autour de cette thérapie et plus généralement autour de l'utilisation des virus bactériophages dans les projets des humains. Ça ne se limite pas du tout à la santé humaine, on pourra éventuellement y revenir dans la discussion. Et donc je peux de cette façon qualifier ma démarche d'engagée et je peux même parler dans une certaine mesure de démarche militante, un mot qui en fait n'a rien d'ignominieux, et peut-être même surtout quand on parle de science, que ce soit dans les sciences de la vie ou dans les sciences humaines. Donc là, je vais prendre quand même juste quelques petites minutes pour développer cette idée, qui peut paraître toujours un petit peu curieuse au départ, avant de me plonger et de vous plonger avec moi dans l'histoire de la production des antibiotiques. Alors, à rebours d'une conception universalisante des savoirs qui reposerait sur un point de vue de nulle part, sur une sorte de point de vue divin qui permettrait en fait, par on ne sait quel tour de passe-passe, à tout chercheur objectif et consciencieux de s'extraire de son corps, de s'extraire de son époque, de sa socialisation, des cadres épistémologiques et idéologiques qui structurent sa pensée. Je considère, dans la lignée des travaux des épistémologues féministes dont fait partie Donna Haraway, que les savoirs sont situés. Donc Haraway est biologiste et philosophe de formation, et elle propose en 1988, dans un texte, de renvoyer dos à dos les positivistes et les relativistes, en faisant valoir dans les deux cas une sorte de désincarnation de la production des savoirs. En fait, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que ces conceptions, positivistes et relativistes, donc le fait qu'on aurait un savoir universel extrêmement solide, valable, objectif, etc. d'un côté, puis le fait que tous les savoirs se vaudraient de l'autre, qui sont en fait deux positions très très éloignées sur un même spectre, eh bien ces deux positions s'appuient sur ce qu'elle appelle le point de vue de nulle part. Donc sur la possibilité en fait de créer une position qui serait parfaitement neutre.
Dans le cas du positivisme, il s'agirait d'une position neutre à partir de laquelle on pourrait vraiment accéder directement aux faits bruts sans aucune médiation. Dans le cas du relativisme, il s'agirait au contraire de considérer que toutes les positions se valent. Dans les deux cas, ça signifie en fait être nulle part, tout en clamant être partout. Ce que propose Haraway et ce que proposent en fait les épistémologues féministes, ça se construit tout autrement. C'est-à-dire qu'elle va embrasser le fait que les savoirs sont situés, qu'ils sont produits à partir de perspectives qui sont toujours partielles, et ce, par des corps qui sont toujours pris dans des trajectoires et dans des biographies. La question, alors, va devenir comment concevoir la multiplicité des épistémologies et comment penser leurs possibles articulations. Alors, choisir les sujets que nous traitons, la façon de les problématiser, le type de méthode que nous mettons en œuvre, ce que nous décidons de considérer important ou à l'inverse, ce que l'on considère comme négligeable, voilà ce qui est censé être pensé. Et donc, pour les tenantes des savoirs situés, il s'agit de reconnaître que les savoirs produits ne sont pas innocents. Ils se fondent, au contraire, sur des positions politiques ou infrapolitiques, au sens où ces propositions, elles portent en elles des choix, encore une fois, sur ce qui semble important et sur ce qui peut être négligé. Et donc, ces propositions, elles intègrent en fait en elles-mêmes un certain ordonnancement des choses et des êtres. Donc, ce que soutiennent les savoirs situés, ce que mettent en évidence les épistémologues féministes, ce sur quoi travaillent certaines et certains dans les Science and Technology Studies, ce sont principalement ces choix et donc ce qu'ils permettent et ce qu'ils rendent insensibles. Aucune connaissance n'est innocente, ça signifie que nous devons également être prêts à admettre que tout savoir, y compris celui que nous produisons, a aussi des conséquences. Donc, reconnaître le caractère situé de toute connaissance va s'assortir d'une exigence forte. Il ne s'agit pas seulement de se situer au sens où on va dire, voilà, d'où on parle, etc., quel âge on a, notre parcours biographique, etc. Ça, c'est un peu la base, normalement, de toute méthodologie un peu sérieuse. Il va s'agir aussi d'apprendre à décrire ces positions et ces propositions, à les visibiliser, à rendre compte des rapports de force et des pouvoirs qui les conditionnent, et donc de savoir ce que ces positions permettent ou ne permettent pas. En gros, il s'agit de ne pas céder aux sirènes du discours dominant et à une certaine manière de raconter des histoires. Ces descriptions et ces récits, ils sont nécessaires s'il s'agit ensuite de trouver des façons de faire exister ces pratiques et les propositions qu'elles portent hors des lieux dans lesquels elles ont pris naissance. Donc, pour le dire autrement, il n'y a pas de savoir neutre. Les savoirs dits neutres apparaissent comme tels uniquement parce qu'ils sont dominants. Tout savoir est partiel, tout savoir repose également sur tout ce qui a été ignoré pour le produire. Alors, la thérapie phagique n'est déjà pas à la règle. Cette thérapie phagique, elle est en développement. Et donc, puisque rien n'est encore fixé, rien n'est encore totalement décidé, il est possible d'explorer collectivement, de façon interdisciplinaire, les formes que pourrait prendre cette thérapie phagique. L'enjeu est de faire exister d'autres descriptions et donc d'autres relations que celles qui dominent aujourd'hui dans le champ thérapeutique, avec deux principes qui sont en fait des principes qui sont partagés avec la très grande majorité des personnes que j'ai rencontrées depuis 2017 en travaillant donc sur cette thérapie. Le premier principe, c'est celui de l'accès aux soins et aux traitements. Alors, j'aurai l'occasion d'y revenir et on pourra en parler dans la discussion. Cet accès aux traitements, comme vous le savez, il est extrêmement réduit dans les pays du Sud. Il n'est pas garanti dans les pays du Nord et c'est même chaque jour davantage remis en question. Le second principe, il va consister, face aux enjeux écologiques multiples auxquels nous avons à faire face, à mettre en place des réponses. Alors, dans le cas que je vais parler aujourd'hui, dont je parle aujourd'hui, donc la résistance aux antibiotiques, à mettre en place donc des réponses qui soient aussi peu invasives que possible, de façon à limiter les perturbations induites sur les écosystèmes. Donc deux principes, accessibilité et respect en fait des milieux et des écologies. La question devient alors, quand on se penche sur la thérapie phagique, comment on peut développer une thérapie qui réponde à ces deux principes. Je vais commencer par partir du problème auquel les humains, de façon très inégalitaire, doivent et devront faire face dans les prochaines années et décennies. En 2014, l'Organisation mondiale de la santé livre un rapport qui est intitulé « Rapport mondial sur la surveillance de la résistance aux antimicrobiens ». 250 pages avec des diagrammes, des chiffres, etc., qui montrent comment les antibiotiques et les autres antimicrobiens perdent peu à peu de leur efficacité. Le directeur général adjoint pour la sécurité sanitaire, qui va signer l'introduction de ce rapport, va même écrire que, je cite, « Le problème est si grave qu'il menace les réalisations de la médecine moderne. Une ère post-antibiotique, dans laquelle les infections courantes et les blessures mineures peuvent tuer, est une possibilité très réelle pour le XXIe siècle. »
Alors pour le dire autrement, on se retrouve dans une situation où des bactéries pathogènes qui pouvaient jusqu'alors facilement être combattues vont se mettre à résister aux tentatives des humains pour les éradiquer des corps des personnes infectées. Des infections qui étaient devenues bénignes vont à nouveau terrasser. Des opérations chirurgicales de routine, des transplantations d'organes ou de tissus, des chimiothérapies vont désormais devenir plus risquées pour les malades dès lors que les traitements existants deviendront inefficaces contre les infections opportunistes qui sont fréquentes dans ce genre de parcours de soins. Alors l'antibiorésistance, elle est longtemps restée difficile à chiffrer. On a une première synthèse assez impressionnante qui a été publiée en 2022 par un consortium d'une centaine de scientifiques qui donne un tableau clair et documenté au niveau mondial pour l'année 2019. 2019, c'est plus d'1 million de morts qui sont directement dues à des bactéries antibiorésistantes, donc résistantes aux antibiotiques, avec de très fortes disparités selon les aires géographiques, puisque c'est le continent africain qui va être le plus sévèrement touché en nombre de morts par habitant. On y reviendra éventuellement si ça vous intéresse, mais en plus, il se trouve que c'est aussi lié à d'autres problématiques, comme par exemple la qualité de l'air, puisque sur le million de morts, c'est principalement des gens qui ont des infections respiratoires, et les voies respiratoires, elles sont fragilisées par la pollution. Fin septembre 2024, ce même consortium fait une deuxième synthèse qui paraît dans le Lancet, qui couvre cette fois-ci la période 1991-2024 et qui fait des modélisations jusqu'à 2050. Et là, l'article montre que depuis 1991, on a une augmentation constante du nombre de morts directement imputables aux bactéries devenues résistantes aux antibiotiques. 2019, 1 million de morts, je vous l'ai dit. Dans les prochaines années, ce chiffre sera davantage aux alentours d'1,9 million. Et donc, ce consortium estime que d'ici 2050, on a à peu près 39 millions de personnes qui vont décéder d'infections résistantes aux antibiotiques et 169 millions dans lesquels l'antibiorésistance jouera un rôle. Alors, c'est pas cool, clairement. Et donc, la question, c'est comment on passe, en 70 ans environ, de l'avènement de molécules chimiques présentées comme des médicaments miracles à cette situation sanitaire extrêmement préoccupante. Alors, face aux injonctions à mieux utiliser les antibiotiques, qui sont des injonctions certes nécessaires, je voudrais quand même vous restituer à gros traits, et je vous prie de m'en excuser, ça va être assez rapide, une histoire de l'industrialisation des antibiotiques pour qu'on comprenne un petit peu de quoi on parle en fait. Donc, repartons un tout petit peu en arrière. Donc, la pénicilline inaugure l'ère donc des médicaments miracles. Alors, je ne reviens pas sur l'histoire entière, mais il y a une quinzaine d'années entre la découverte de Fleming en 1928 de la pénicilline et le moment où on est capable de produire de façon industrielle ces antibiotiques et capable donc de soigner une population. Donc, 1944, il y a suffisamment d'antibiotiques pour traiter les soldats de l'armée américaine. Et 1945, la pénicilline devient accessible dans tous les hôpitaux états-uniens. Je mentionne juste en passant le rôle d'une petite entreprise. Je le fais toujours parce que je trouve que c'est important de voir en fait d'où viennent les grands noms aujourd'hui des entreprises pharmaceutiques. En fait, on avait une petite entreprise qui à cette époque a été mise à contribution parce qu'elle avait un dispositif de fermentation en cuve agitée qui s'est avéré central dans la production industrielle des antibiotiques. Et cette petite entreprise, c'était vraiment très méconnue à l'époque, ça s'appelait Pfizer. Donc, la pénicilline a été rejointe 2 ans plus tard par la streptomycine et ces deux molécules ont très rapidement entraîné une réduction drastique de la mortalité, notamment en permettant de traiter les septicémies et les pneumonies. Les antibiotiques ont également contribué à l'amélioration significative de la santé reproductive en permettant notamment de traiter la syphilis congénitale, responsable donc de nombreuses fausses couches et malformations, ainsi que la gonorrhée. Donc, en l'espace de quelques années, on a l'introduction de ces molécules chimiques qui va avoir un impact durable sur la santé humaine, pour le meilleur, comme on vient de le voir, mais aussi parfois pour le pire. Pourquoi ? Parce que les antibiotiques sont très efficaces et relativement faciles à produire, à stocker et à utiliser, ils vont très rapidement devenir le traitement de référence des maladies infectieuses. Jusque-là, pas trop de soucis. D'une part, ils vont contribuer à faire de l'éradication de la bactérie pathogène le critère principal de guérison et donc l'objectif à atteindre, parfois au détriment d'autres considérations relatives au bien-être de la personne soignée. D'autre part, le développement des antibiotiques au cours de cette période va entraîner des changements absolument majeurs dans l'industrie pharmaceutique, faisant des antibiotiques des biens de consommation comme les autres. Les techniques de marketing vont se développer, les publicités dans les revues médicales se multiplier, y compris celles vantant les mérites d'associations d'antibiotiques à dose fixe, alors avec des faux médecins qui expliquent que c'est vraiment génial. En fait, ces médecins n'ont jamais existé, il y a eu des enquêtes qui ont été menées après.
Et il n'y a aucune étude à l'époque qui montre le bénéfice réel de ces associations d'antibiotiques à dose fixe. Entre 1950 et 1956, la consommation d'antibiotiques aux États-Unis va passer de 139 à 645 tonnes, ce qui en fait à ce moment-là la classe de médicaments la plus prescrite au monde. Pour contrer ces abus, on va avoir une commission sénatoriale qui va se réunir à la fin des années 50 et qui va adopter en 1962 ce qu'on appelle les amendements Kefauver-Harris, qui vont rendre obligatoire quelque chose qui aujourd'hui est parfaitement développé dans le monde entier, qui est aussi une véritable machine de guerre, on pourra y revenir, qui vont rendre obligatoire la preuve de l'efficacité de nouveaux traitements par des essais cliniques randomisés avant la mise de ces traitements sur le marché, contribuant ainsi à la diffusion de ce qu'on appelle l'evidence-based medicine. Alors ça, c'est pour le champ de la santé humaine. Mais parallèlement, dès 1943, la pénicilline va être introduite dans certaines fermes, d'abord en Angleterre puis au Danemark, où elle va être utilisée pour traiter la mamite bovine et donc préserver la qualité du lait. Alors je rappelle qu'on était en plein milieu de la guerre, donc voilà, l'accès au lait était quelque chose d'extrêmement important. Aux États-Unis, à la même époque, la médication de masse du bétail va se développer aussi très rapidement, en partie grâce à la production de nouveaux antibiotiques qui ont permis là aussi de réduire les risques de maladies. Je vais y revenir. L'utilisation des antibiotiques dans les élevages ne s'est pas du tout limitée au traitement et à la prophylaxie. Dès la fin des années 40, l'ajout d'antibiotiques dans les aliments à destination des volailles a été autorisé au départ dans le but de prévenir l'apparition d'épidémies. Donc on reste sur de la prophylaxie. Mais en fait, à l'époque, les aliments contenaient déjà, entre autres, c'est toujours assez intéressant de le rappeler, des vitamines, des métaux comme le manganèse et le cuivre, des promoteurs de croissance comme les médicaments à base d'arsenic, de l'urée, certains acides aminés essentiels, ainsi que de l'oxyde de magnésium et de l'acide butyrique pour inciter les animaux à manger. À l'époque, donc, on le voit, la production d'aliments supplémentés faisait l'objet d'intenses recherches et d'allers-retours constants en fait entre le monde universitaire et l'industrie agroalimentaire, puisqu'on avait vraiment une attention portée au rôle de l'alimentation dans l'augmentation des performances des animaux d'élevage. L'idée, c'était toujours de les rendre plus gros, plus vite, plus rentables, etc. Et donc, c'est dans ce cadre d'une attention extrêmement forte portée à l'alimentation des animaux que des chercheurs d'une entreprise pharmaceutique se sont rendus compte que quand on mettait un petit peu d'oréomycine à faible dose dans l'alimentation des animaux, ils grossissaient plus vite. Donc, à partir de là, les antibiotiques sont aussi devenus des promoteurs de croissance. Donc, ce qu'on voit, c'est que très rapidement, dès les années 50, les antibiotiques apparaissent comme une solution efficace et facile à mettre en œuvre pour répondre à un large éventail de problèmes, qu'il s'agisse de performances zootechniques, de thérapie ou de prophylaxie. Et alors, face à cette manne inépuisable, parce que imaginez un peu la quantité d'animaux d'élevage, les industriels vont produire de nouveaux antibiotiques, ils vont développer de nouveaux usages, notamment dans la conservation des aliments. Donc, à la fin des années 50, on a jusqu'à 50% des porcs britanniques qui sont nourris avec ces suppléments à base d'antibiotiques. On va aussi développer des sprays à base de streptomycine pour traiter les infections bactériennes des arbres fruitiers. On va utiliser les antibiotiques en Norvège pour conserver la viande de baleine. Au Japon, les antibiotiques ont également trouvé leur place dans les rizières et dans les élevages de bétail et de poissons. Donc, dans les rizières, c'est à partir du début des années 60. Donc, tout ça va quand même extrêmement vite. Et donc, en plus de ça, on va voir l'exportation du modèle agricole industriel américain et de ses infrastructures de production vers l'Europe, vers l'Afrique, l'Amérique du Nord, l'Asie du Sud-Est. Tout ça, en fait, qui va contribuer à l'augmentation constante des volumes d'antibiotiques produits et consommés dans le monde. La production animale, pendant cette période, va connaître une expansion spectaculaire. Alors, je cite quelques chiffres qui sont tirés du travail d'un collègue historien qui s'appelle Klaas Kirele. On va commencer par le Brésil. Entre 68 et 98, la production de poulets brésiliens a été multipliée par 20. En Chine, la mise en place de politiques économiques libérales à partir de la fin des années 80 va permettre l'implantation d'entreprises américaines et thaïlandaises et va provoquer l'augmentation du nombre d'élevages intensifs de volailles. Dans les années 2000, c'est le secteur porcin qui va connaître une croissance sans précédent puisque la Chine va produire 4 fois plus de porcs que les États-Unis en 2008. Donc en résumé, au début du XXIe siècle, on a des milliers de tonnes d'antibiotiques qui sont utilisées chaque année pour nourrir ou pour traiter les animaux producteurs de denrées alimentaires, soit un demi-milliard de porcs, 36 millions de bovins et 70 milliards de volailles par an. Alors ces transformations, vous l'imaginez bien, elles ne se sont pas faites sans transformer les organismes eux-mêmes, sans sélectionner et transformer les animaux d'élevage pour les adapter à ces modes de production de plus en plus massifs.
Je fais un tout petit parallèle pour revenir sur la santé humaine, parce que je m'étais arrêtée dans les années 50 en disant c'est formidable les antibiotiques, mais parallèlement, et c'est formidable les antibiotiques, hein, j'y reviendrai, il faut les préserver, hein. L'idée c'est pas de dire qu'il faut s'en passer, l'idée de dire c'est qu'il faut vraiment préserver le peu d'efficacité qu'il leur reste, hein. Alors, parallèlement, si les antibiotiques donc permettent de soigner des pathologies infectieuses dont on mourait encore il y a quelques décennies, les usages de ces antibiotiques se sont généralisés à tous les secteurs. Et là, on a des travaux des anthropologues, notamment Laurie Denayer-Willis et Claire Chandler, qui montrent que les antibiotiques constituent, dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, ce qu'elles appellent des quick fix, c'est-à-dire des solutions rapides face à des problèmes d'hygiène qui ne peuvent pas être simplement expliqués par des comportements individuels, contrairement à ce qu'on affirme le plus souvent. En fait, ces problèmes sanitaires, articulés à la question des inégalités qui structurent ces sociétés, eh bien, ces problèmes, ils apparaissent plutôt comme la conséquence d'un ensemble de réformes néolibérales, d'ajustements structurels et de politiques de marginalisation des populations les plus pauvres et les plus vulnérables. Et donc, dans ces endroits-là, les antibiotiques sont des solutions rapides dans des paysages qui sont marqués par les pénuries, par les incertitudes et les inégalités, où ils vont permettre de résoudre des problèmes de productivité, ils vont permettre de remettre les humains au travail beaucoup plus rapidement lorsqu'ils sont malades, par exemple. Et alors ce constat, hein, il est loin de se limiter aux pays à revenus faibles et intermédiaires, et il peut être étendu à l'ensemble du globe. Il n'y a qu'à penser qu'aujourd'hui, le nombre de jours de carence, par exemple, est de plus en plus court, donc il faut vraiment revenir très 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 vite au travail si on veut garder son salaire. Alors, permettez-moi de dézoomer encore un peu plus, puisque il m'a semblé, au fur et à mesure que je compilais toutes ces données issues des travaux des historiens et des historiennes, que si les antibiotiques et leurs multiples utilisations pouvaient être analysées en termes de santé publique, il fallait aussi les replacer dans une histoire plus longue d'exploitation de la nature et des êtres vivants, exploitation dont les antibiotiques participent pleinement. De nombreux auteurs et autrices désigne le long XVIe siècle comme le moment historique du geste fondateur de la modernité. C'est-à-dire qu'au XVIe siècle, il va y avoir ce que ces auteurs et autrices appellent l'extériorisation de la nature, une espèce de grand partage entre la nature et la culture. Alors pourquoi je reviens jusque-là ? Je vais y venir. C'est parce que ce geste va définir l'humanité avec un grand H, mais va dans le même temps recouvrir un geste d'exclusion extrêmement fort qui va mettre en place des systèmes de classification, des hiérarchies et des taxonomies qui sont tout sauf innocents. Lorsqu'on classe et qu'on ordonne, lorsqu'on fait des listes et qu'on fait des choix, eh bien on inclut, mais quand on inclut, forcément aussi on exclut. Donc on valorise et dans le même temps on néglige. On rend sensible et dans le même temps, du coup, on rend aussi insensible. L'externalisation de la nature, c'est aussi un acte d'invisibilisation, de désensibilisation et une sorte de laisser-passer pour l'exploitation. Puisqu'à partir du XVIe siècle, alors c'est à gros traits, donc bien évidemment, ça dépend des contextes, ça dépend de plein de choses. Il y avait des formes d'exploitation bien avant le XVIe siècle, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais là, il y a un aspect un peu systémique qui se met en place, notamment avec la découverte des Amériques, la colonisation, l'impérialisme, etc. Donc à partir de ce moment-là, la nature va comprendre non seulement les êtres vivants non humains, mais aussi les êtres vivants humains à qui on va dénier en fait l'appartenance à l'humanité, donc très grande majorité des personnes racisées, une très grande majorité des femmes et des enfants. Alors, pourquoi je parle de ce XVIe siècle ? Parmi les auteurs et les autrices donc, qui ont travaillé vraiment sur ce passage, ce qu'on pourrait dire en fait des sociétés féodales aux sociétés capitalistes, pour aller vite, on a l'originalité des réflexions de deux chercheurs qui me tiennent particulièrement à cœur, que sont Anna Tsing d'un côté et Jason Moore de l'autre. L'intérêt des travaux de Tsing et de Moore réside dans la compréhension écologique qu'ils vont proposer tous les deux de ces changements. Tous deux vont faire du système de la plantation le point nodal pour comprendre les transformations en cours à l'époque. On est loin, hein, mais vous allez voir qu'en fait, on va très très vite revenir aux antibiotiques. Le système de la plantation, donc l'exemple paradigmatique, c'est la plantation de canne à sucre. Et ce système-là, il repose sur l'exploitation ordonnée, systématique et standardisée de la production et de la reproduction des espèces qui y sont cultivées et aussi des personnes qui y travaillent. On peut penser que la plantation n'existe pas au départ sans l'esclavage. Donc la forme d'exploitation propre à la plantation va consister, entre autres, à réduire, voire à supprimer les interactions qui sont jugées indésirables avec les espèces autres que celles qui sont cultivées, de façon à augmenter la productivité des plants et des terres. Souvent, ça va impliquer d'extraire les espèces cultivées de leur milieu de vie habituel, comme ça a été fait pour la canne à sucre. Et en ce sens, eh bien, le système de la plantation ne peut pas être
conceptualisé, ne peut même pas être effectif sans l'éradication des espèces et des relations qui sont considérées comme préjudiciables au projet d'une part, et sans l'exploitation des êtres, humains et non humains, qui composent la plantation, d'autre part. En gros, le système de la plantation lui-même n'est possible que dans le cadre d'un rapport au monde qui place l'individu au-dessus des relations qu'il entretient avec son environnement. C'est une conception de la vie qui implique que l'on puisse penser un individu parfaitement isolé, dont on peut augmenter par la sélection ou par différentes techniques le rendement et la productivité. Alors Anna Tsing, ensuite, elle a proposé finalement d'étendre ce terme de plantation pour décrire tout système d'écologie simplifiée conçu pour créer des actifs marchands en vue d'investissements futurs. C'est une définition qui n'est pas évidente, mais en gros, pour vous donner un exemple, McDonald's, le Fordisme, McDonald's, les plantations, les animaux d'élevage, etc., tout ça, ça peut être considéré comme des plantations, c'est-à-dire vraiment des choses où on a standardisé à l'extrême certaines formes, et toujours pour pouvoir en fait être de plus en plus rentable, de plus en plus productif. Alors, parce que ces écologies simplifiées prévalent dans les sociétés occidentales, Anna Tsing, avec Donna Haraway, toujours elle, et Scott Gilbert, ont proposé le terme de plantationocène pour caractériser la période où ce type d'écologie, qui est basée en fait sur une simplification outrancière des relations entre les êtres vivants, donc ce type d'écologie prédomine. Le plantationocène, en fait, c'est l'ère de la plantation, l'ère des écologies simplifiées. Cette conception, elle est très proche de celle qui est développée par Jason Moore, qui lui va plutôt préférer parler de capitalocène. Alors, ce qui est intéressant chez Moore, c'est qu'il ne va pas faire du capitalisme un système économique, mais il va faire en fait du capitalisme un ensemble spécifique de relations entre les humains et le monde, et donc il va définir le capitalisme comme une écologie. Ce qui veut dire que si c'est une écologie, eh ben ça s'incarne différemment dans le temps, dans l'espace, etc. C'est pas un espèce de truc monolithique, donc c'est pas la faute au capitalisme de façon générale. Il va falloir être un peu plus exigeant que ça dans nos revendications. Donc, dans cette perspective du désir des humains, ou plutôt de certains humains, de contrôler d'autres êtres vivants, les plantations sont très rapidement devenues des monocultures. Les espèces produites sont souvent devenues clonales, dans le cas des plantes, ou du moins extrêmement standardisées dans le cas des animaux. Aujourd'hui, par exemple, j'avais un collègue qui m'expliquait que l'intégralité des poulets en France était produite à partir de 6 couples par an, des parents parentalité, qui sont clonés, revendus, avec une très forte sélection. Donc, en fait, il y a une extrême homogénéité, une extrême standardisation des poulets que nous mangeons. Donc, la sélection des espèces répond en effet à 2 objectifs. Une meilleure productivité et la possibilité de standardiser le travail effectué dans la plantation. En gros, la mécanisation de l'agriculture, la possibilité dans les élevages d'avoir des procédures extrêmement standardisées. Le problème, c'est que ces changements, donc ils transforment les méthodes d'élevage, mais ils transforment aussi la physiologie et la biologie de ces populations, et notamment, en fait, ils vont les rendre beaucoup plus vulnérables à l'apparition de micro-organismes pathogènes. Pourquoi ? Il n'y a pas de distanciation sociale dans les élevages. Donc on a une très grande proximité des animaux d'élevage qui va accélérer mécaniquement la transmission des pathogènes. D'accord ? Mais alors en plus, on a une très faible diversité génétique et phénotypique des individus qui composent ces plantations et ces élevages. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, dans un élevage, quand un cochon va rencontrer un germe et qu'il va être sensible à ce germe, a priori, la très grande majorité des cochons d'élevage va également y être sensible. Donc, on a en fait des espèces de petites bombes épidémiques. Vous avez un pathogène qui passe par là et vous détruisez en fait des plantations entières, qu'on parle donc de plantes ou d'animaux. Les antibiotiques, c'est là qu'ils reviennent. Les antibiotiques, utilisés à titre préventif ou à titre curatif, vont réduire considérablement les risques d'infection qui sont liés à ces modes d'exploitation plantationnaire. Alors, ça aurait pu s'arrêter là. On pourrait se dire, à partir des années 50, OK, on a ces plantations, on a les antibiotiques, ça va juste nous permettre un peu de réduire tous ces risques. Mais non, parce qu'en fait, les antibiotiques, ce qu'ils ont permis, c'est d'augmenter encore plus la taille, la productivité et la rentabilité des exploitations. Alors, la question, c'est que sont les antibiotiques et d'où viennent-ils ? Les antibiotiques, ce sont des molécules qui sont produites naturellement par les microbes pour médier leurs relations avec leur environnement. Le début de l'ère des antibiotiques a mobilisé des réseaux entiers de scientifiques pour tenter en fait de trouver des bactéries et d'autres micro-organismes qui étaient capables de synthétiser ces molécules aux propriétés biocides. Extraites de leur milieu de vie, optimisées, caractérisées et mises au travail dans les cuves à fermentation de Pfizer, nourries de milieux de culture standardisés,
confinés à leur tour dans des écologies simplifiées à l'extrême, eh bien les bactéries et autres micro-organismes, à force de sélection, se sont mises, elles aussi, à produire des quantités d'antibiotiques jamais vues sur Terre, d'abord pour les humains, puis pour les animaux, puis pour les plantes. Le produit de leur travail, les molécules antibiotiques, a alors été à son tour délocalisé, envoyé aux quatre coins du monde, utilisé dans les nombreux écosystèmes dans lesquels les bactéries qui ont produit ces antibiotiques, et donc ces antibiotiques eux-mêmes, n'avaient pas forcément leur place. Donc on a des tonnes d'antibiotiques qui ont été déversés sur des cultures, les bétails, les corps, les animaux étaient moins malades, les humains aussi. Les animaux grossissaient plus vite, les humains reprenaient le travail plus rapidement. Produits dans des plantations de microbes, eh bien, ces antibiotiques ont permis l'expansion et la création d'autres plantations, participant à une variété d'assemblages et d'agencements centraux pour la santé humaine et essentiels pour l'industrie agroalimentaire. Les élevages de porcs industriels, les piscicultures, les élevages de crevettes au Bangladesh seraient impensables sans les antibiotiques. De tels niveaux de standardisation et d'intensification de la production et de la reproduction des êtres vivants seraient inconcevables sans ces molécules chimiques. Donc, les présenter comme des médicaments occulte quand même énormément les autres rôles que ces antibiotiques ont joués et continuent de jouer dans l'histoire récente. Alors j'ai proposé l'hypothèse selon laquelle ce que les chercheurs de l'Anthropocène appellent la grande accélération, c'est-à-dire cette période qui commence en 1945 et qui se caractérise par une augmentation de la proportion d'un certain nombre de marqueurs qui mesurent l'impact des activités humaines. En gros, c'est la présence dans l'atmosphère de certains composés comme le dioxyde de carbone, l'oxyde nitreux, le méthane, l'azote atmosphérique, la température terrestre, l'acidification des océans, le pourcentage de terres domestiquées, tout ça, ça augmente rapidement, le nombre d'espèces qui s'éteignent dans l'autre sens, les hectares de forêts primaires qu'on ravage, etc. Augmente également dans le même temps la consommation d'énergie, d'engrais, d'eau, d'animaux d'élevage, et encore les maladies auto-immunes. Eh bien, cette grande accélération, elle n'aurait pas été tout à fait la même sans l'industrialisation des antibiotiques. Ça ne veut pas dire que les antibiotiques sont responsables de la grande accélération, hein. Ça veut dire en tout cas qu'ils sont jamais mentionnés dans ces diagrammes. Jamais. Voilà, j'ai vérifié avec des collègues qui travaillent sur ces questions, ils sont jamais mentionnés. Et pourtant, eux aussi, en fait, comme ils sont produits industriellement à partir de 44, c'est complètement raccord, mais eux aussi donc augmentent sur cette période de façon exponentielle. Alors, s'il faudrait examiner dans le détail le ou les rôles que jouent ces antibiotiques dans les transformations profondes du capitalisme de la pré-seconde guerre, enfin de la seconde moitié du XXe siècle, il reste difficile cependant de comprendre la constante augmentation de la population indépendamment de la diminution drastique de la mortalité, notamment infantile, induite, entre autres, pas uniquement, il y a aussi l'eugénisme, par les antibiotiques. Difficile de considérer l'augmentation du méthane dans l'atmosphère ou encore la consommation d'eau et d'engrais sans les rapporter à l'intensification de l'agriculture qui a été permise, en partie, par les antibiotiques, sans parler donc de l'accroissement des forces productives et reproductives. Alors, pourquoi ce détour historique ? Parce que cette histoire constitue la matrice dans laquelle nous devons penser les innovations à base de microbes aujourd'hui. L'industrialisation de la production des antibiotiques a conduit au développement d'infrastructures gigantesques, puissantes et absolument impensées. Les antibiotiques sont des wonder drugs, sont des magic bullets de la médecine de la seconde moitié du XXe siècle, mais comme on a pu le voir, ils sont devenus au cours de cette deuxième moitié du XXe siècle infiniment plus que cela. Captés à leur tour par les systèmes de relations capitalistes pour les manipulations et les médiations qu'ils permettent avec les microbes, principalement en éradiquant massivement certains d'entre eux, ces antibiotiques participent également des économies de plantation. Le problème dans cette histoire, c'est que les microbes, c'est des êtres vivants. Donc ils agissent et ils réagissent à la composition de leur milieu. Alors, je ne développe pas ici, mais parallèlement à l'histoire des antibiotiques, il y a aussi une histoire de l'antibiorésistance qui est très intéressante à faire, puisque pendant très longtemps, on a négligé certaines formes de savoir, ce qui a permis de négliger l'impact de l'antibiorésistance au fur et à mesure des années. Mais donc, ces micro-organismes, ils se sont adaptés à la présence toujours plus importante de molécules antibiotiques, au point qu'aujourd'hui, des espèces bactériennes de plus en plus nombreuses sont désormais résistantes à la majorité, voire dans certains cas extrêmes à la totalité des antibiotiques disponibles sur le marché. Donc, on a un problème de santé publique, mais dont on commence à saisir assez clairement les causes systémiques. Et pourtant, dans les rapports mondiaux, si on souligne les relations entre santé humaine, animale et environnementale, on a le One Health qui est très à la mode, eh bien c'est encore le plus souvent le cadrage individuel qui va revenir dans les textes. On parle par exemple de gestion raisonnée des antibiotiques, on parle de stewardship dans les textes internationaux, qui visent principalement à changer les comportements individuels, donc ceux des malades, ceux des médecins, ceux des vétérinaires, par des slogans ou par des mesures incitatives. Je pense que tout le monde se souvient ici, enfin en tout cas
oui, parce qu'on est tous, oui, on s'en souvient tous, de la campagne des antibiotiques, c'est pas automatique. Et pendant ce temps, eh bien, les causes systémiques de l'antibiorésistance, si elles sont timidement soulignées, elles restent quand même assez ignorées dans la gouvernance globale. Donc, au vu de ces développements, une décélération, donc une diminution drastique de la quantité d'antibiotiques utilisés notamment dans l'agriculture et dans l'élevage, si elle est absolument nécessaire, elle sera loin d'être évidente, notamment parce qu'elle ne peut pas avoir lieu, du coup, sans repenser complètement les modes de production dominants qui s'incarnent qui plus est très différemment en fonction des contextes. Mais cette décélération, elle sera en plus loin d'être suffisante dans la mesure où la persistance de la résistance, mais aussi sa propagation par des échanges très complexes entre les micro-organismes, tout ça se fait désormais sans qu'il y ait même besoin finalement de la présence des antibiotiques dans l'environnement. Les bactéries, elles se rencontrent, elles s'échangent des gènes et paf, elles deviennent antibiorésistantes. Et il n'y a pas besoin d'une pression de sélection particulière. Donc produire de nouveaux antibiotiques ne servira à rien si la façon de concevoir ceux-ci, leur action, les interactions, n'est pas remaniée en profondeur. De même, les virus bactériophages, dont je vais maintenant vous parler, peuvent traiter des infections bactériennes devenues antibiorésistantes. Mais ça ne va être que sous certaines conditions qu'ils seront également susceptibles de ne pas participer aux causes d'une résistance bactérienne généralisée. Donc, nous voici maintenant sur la thérapie phagique comme réponse partielle. Tout ça, enfin voilà, là j'insiste un tout petit peu, c'est-à-dire que là je fais des choses à gros traits. Il faut quand même réintroduire de la nuance. Là, je vous raconte une grosse histoire. Les antibiotiques, encore une fois, c'est vraiment des molécules dont on a besoin. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'il faut s'en passer, il s'agit de dire qu'il faut les utiliser autrement. De même, la thérapie phagique, ça peut être une solution, ça ne sera qu'une solution partielle. On ne va certainement pas tout régler avec ça. Mais c'est quand même une solution intéressante. Alors, les virus bactériophages. Donc, ces virus, en fait, sont des virus de bactéries, c'est-à-dire que c'est des virus qui ont pour hôte les bactéries. Et donc, partout où on peut trouver des bactéries, on trouve également des phages. On estime que pour chaque bactérie sur Terre, on a à peu près une dizaine de phages. Et donc, du coup, les phages sont l'entité biologique la plus représentée sur la planète, avec un chiffre qui a été produit d'une façon, donc je ne sais pas comment, mais on dit en général 10 puissance 31 représentants. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de phages sur Terre que d'étoiles dans l'univers. Là encore, je ne sais pas comment ils ont procédé au calcul, mais ça donne quand même une petite idée. Donc, le plus souvent, ces phages, ils sont présentés dans les publications spécialisées ou à destination du grand public comme des tueurs professionnels de bactéries. Mais le truc, là encore, c'est qu'il faut faire attention un petit peu à la façon dont on présente les choses, parce que les phages, ils entretiennent avec les bactéries des relations extrêmement complexes qui remontent à plusieurs milliards d'années. Et ces phages et ces bactéries sont des êtres qui sont en constante coévolution à travers des cycles biologiques variés. Ceux donc sur lesquels on connaît le plus de choses, ce sont les cycles lysogéniques et lytiques. Ces deux cycles, je vais les passer en revue rapidement, c'est à peu près l'essentiel de ce qu'il y a à savoir pour comprendre les relations entre les phages et les bactéries, et donc pour être en mesure d'analyser et de comprendre ce qui est en jeu dans la mobilisation de ces virus en médecine. Donc, au début, la rencontre entre un phage et une bactérie va débuter par là, et ça débute toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'on a une première étape d'adsorption. Et donc, pendant cette étape, le virus va reconnaître sur la membrane de la bactérie un petit motif qui va lui permettre de s'accrocher. Cette première étape, elle est super spécifique, c'est-à-dire qu'un phage ne va reconnaître en général qu'une seule espèce bactérienne donnée, et même dans l'espèce bactérienne, généralement que certains variants génétiques de cette espèce. Pour vous donner une idée, par exemple, Emmanuel et moi, on peut tous les deux, mettons, être porteurs sains d'un staphylococcus dans le nez. Ça existe, on est 30% à être porteurs. Et en fait, eh bien, si on trouve un phage anti-staph, peut-être qu'il va marcher sur mon staph, mais il ne marchera pas sur celui d'Emmanuel. On est à ce niveau-là de spécificité. Donc, une fois que cette rencontre s'est faite, après, il y a deux possibilités qui existent. Dans un premier cas, le phage est dit virulent. Et donc, dans ce cas-là, il va utiliser la machinerie cellulaire de la bactérie pour répliquer son ADN, fabriquer ses protéines et avoir plein de petits virions. Et ensuite, on va avoir la lyse de la cellule bactérienne, c'est-à-dire l'éclatement en fait de la membrane. Ces petits virus vont se retrouver de nouveau dans l'environnement, vont pouvoir se mettre en lien avec d'autres bactéries, et tant qu'il y aura des bactéries, les virus en fait vont continuer comme ça à les détruire. Ça, c'est ce qu'on appelle le cycle lytique. En revanche, si le virus est dit tempéré, il va faire ce qu'on appelle un cycle lysogénique. Et là, en fait, une fois que l'ADN du virus va rentrer dans la bactérie, eh bien, cet ADN va s'intégrer à l'ADN de la bactérie. La bactérie est alors porteuse de nouveaux gènes qui vont lui conférer de nouvelles compétences qu'elle pourra transmettre à sa descendance.
Sous l'effet de certains facteurs environnementaux, le phage va pouvoir s'exciser, c'est-à-dire qu'il va pouvoir, l'ADN du phage va pouvoir se détacher de l'ADN de la bactérie et entrer dans un cycle lytique. Il y a des phages qui sont juste lytiques. Mais les phages lysogéniques, eux, les phages donc tempérés, sont capables de faire les deux cycles. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la thérapie phagique, on ne veut que des phages strictement virulents, c'est-à-dire que des phages qui ne peuvent faire que le cycle lytique. Comme ces phages, ils sont très spécifiques, contrairement à la majeure partie des antibiotiques, ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler le plus de phages possible, on va faire des collections ou des banques de phages, et ensuite, quand une personne malade va arriver, on va tester les phages de la banque sur la bactérie de la personne malade, on va dire « Oula, celui-là est super efficace », on va le prendre, on va le mettre au contact de la bactérie de la personne malade, et là, on va avoir un cycle de lyse auto-entretenu qui va se mettre en place, avec à la fin la disparition de la bactérie pathogène. Donc ça, c'est le principe qui, donc du coup, vu comme ça, est assez simple. Prenez un phage, vous le mettez au contact de la bactérie, de la thérapie phagique. Donc cette thérapie, elle repose sur une potentialité parmi d'autres des virus bactériophages et sur l'utilisation de ces phages à l'extérieur des laboratoires et des collections dans lesquelles ces phages reposent. Et donc, on va utiliser ces phages dans les corps humains, dans les hôpitaux, mais aussi potentiellement en santé animale, dans les élevages, dans les cultures de végétaux, dans l'agroalimentaire, et donc loin des conditions dans lesquelles ces phages ont été isolés ou caractérisés. Je reviens sur ce cycle, parce que partout où on trouve des bactéries, on trouve des phages. C'est une phrase qui débute de nombreux articles scientifiques. On peut aussi l'entendre, du coup, comme partout où on trouve des bactéries indésirables, on pourrait aussi utiliser les phages. Alors, au vu de l'histoire de l'utilisation des antibiotiques, il s'avère quand même nécessaire de comprendre ce que les phages peuvent faire quand ils ne sont pas dans les milieux plus ou moins contrôlés des laboratoires. Si on doit utiliser les phages en thérapie, pour le dire autrement, il est peut-être intéressant de s'intéresser à ce qu'on sait et de contempler aussi tout ce qu'on ignore encore. L'écologie des phages, c'est une discipline qui est très jeune, qui est née au début des années 90, donc au niveau de l'histoire des sciences, c'était hier. Et donc, elle reste encore très parcellaire concernant les phages et le rôle des phages dans les milieux, mais les données à disposition montrent déjà quand même beaucoup de choses, et notamment le rôle des phages dans la mise à disposition de matières organiques dans les océans, par exemple, et aussi le rôle des phages dans tous les grands cycles biogéochimiques, dont celui du carbone. De plus, et c'est ce qui m'intéresse ici, alors que ces phages ils sont le plus souvent présentés, donc comme je disais, comme des tueurs de bactéries, des snipers, etc., on est toujours sur des métaphores très viriles, guerrières et tout ça, en fait, les phages, ils sont engagés dans la réalisation de bien d'autres types d'interactions avec les bactéries et plus globalement avec les milieux qu'ils peuplent. Ainsi, donc, en est-il des phages tempérés qui font les cycles lysogéniques dont je vous parlais, qui peuvent intégrer donc leur ADN à l'ADN de la bactérie hôte, et dans ce cas-là, on appelle ça des prophages, ils vivent dans la bactérie, dans le cas d'un cycle lysogénique. Dans ce cas, les gènes qui sont portés par les prophages vont interagir par des modalités complexes avec les gènes de la bactérie hôte, dont les potentialités sont alors transformées. Entendons que les prophages vont vraiment conférer aux bactéries qui les portent des aptitudes, des possibilités que celles-ci n'avaient pas auparavant. L'augmentation de la pathogénicité bactérienne, par exemple, est un des cas les mieux documentés. Alors souvent parce que ce qui fait mal aux humains, c'est ce sur quoi on travaille le plus. Mais donc, les toxines du choléra, de Shiga, de la diphtérie, du botulisme, bien que sécrétés par des bactéries, ils sont codés génétiquement par les prophages qui sont portés par ces bactéries. De même que certains des gènes qui confèrent aux bactéries une résistance aux antibiotiques. Alors, le problème, c'est que donc, cette intégration des phages dans les bactéries n'est qu'un état transitoire, c'est-à-dire que dans certaines conditions, le cycle lytique va pouvoir être induit. Lors de ce passage de changement de cycle, qui est un changement profond des modes de relation entre phages et bactéries, cette excision du génome du phage du génome de la bactérie n'est pas parfait. Enfin, pas toujours parfait. Donc parfois, le phage il va emporter un petit morceau de l'ADN de la bactérie, et puis parfois, au contraire, il va laisser un petit morceau de son ADN dans celui de la bactérie. J'ai dit que les phages et les bactéries coévoluaient en permanence. Cette coévolution, elle peut se faire par mutation ponctuelle, c'est ce qu'on connaît le plus, quoi. Il y a des petits accidents de transcription génétique, etc., et paf, on a une mutation, très bien. Sauf que là, en fait, elle peut aussi se faire par ces transferts, qui sont des transferts parfois massifs, de matériel génétique, ce qu'on appelle des transferts horizontaux de gènes par opposition aux transferts verticaux, par la descendance et la filiation. Alors, je ne rentre pas dans les détails ici, juste, je voulais souligner que ces changements, ces mélanges, cette assimilation entre les phages, les bactéries, mais aussi les levures, les champignons, etc., eh bien, se produisent extrêmement fréquemment, sont très nombreux et constituent une force incroyable dans l'évolution des phages,
des bactéries et potentiellement, si on garde en tête le fait que maintenant on parle de microbiote, donc de toutes les relations qu'on entretient avec nos petites bactéries, et bien potentiellement donc des autres espèces. Et cette force, les biologistes commencent seulement à la toucher du doigt, puisque malgré la découverte toujours plus grande de nouveaux gènes, grâce au développement de la métagénomique, le séquençage, etc., eh bien, la très grande majorité des génomes de phages demeurent inconnus, tout comme les gènes que ces phages portent et donc les fonctionnalités qu'ils pourraient permettre. Donc, pour le dire autrement, les virus bactériophages constituent aujourd'hui le plus grand réservoir de gènes inconnus sur Terre. Ils sont donc porteurs d'un potentiel fonctionnel inimaginable. C'est ce que les microbiologistes appellent la dark matter. Toujours un truc avec les étoiles, les micro-organismes, il y a quand même... voilà. Mais donc, ce sont ces relations dynamiques et évolutives, mais aussi ces transformations permanentes qui m'ont conduite à développer la notion de pluribiose. Alors, ce n'est pas pour le bonheur d'inventer des termes, je vais vous expliquer pourquoi. En 1962, le microbiologiste Theodore Rosebery a inventé le concept d'amphibiose pour rendre compte des relations dynamiques que deux entités peuvent entretenir l'une avec l'autre en fonction du contexte. Les relations entre un humain et une bactérie peuvent fluctuer dans le temps et ou dans l'espace et ne peuvent pas être essentialisées, et ne peuvent pas être fixées. La même bactérie peut être pathogène à un moment, commensale ou mutualiste à un autre. Je reprends le staphylocoque. 30% sont porteurs sains de staphylocoque doré dans le nez. Vous allez à l'hôpital, vous faites opérer de la hanche. Votre staph passe du nez à la hanche. Il vous déclenche une infection bactérienne qui est super difficile à traiter. Autre exemple, vous êtes porteur d'Helicobacter pylori, qui est une bactérie qui est responsable de l'ulcère de l'estomac. Vous allez pouvoir passer des années sans aucun problème, et puis un jour, vous ne savez pas pourquoi, vous allez faire un ulcère. Puis il va disparaître, puis il va revenir. Donc en fait, c'est ces changements de relation entre deux entités que définit le terme d'amphibiose. Donc, essentialiser les relations, les fixer dans le temps ou dans l'espace, parler de guerre ou de paix, d'amis ou d'ennemis, finalement, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens quand on regarde un petit peu les relations qu'entretiennent les humains avec leurs microbes. D'autant plus que finalement, ça ne laisse pas beaucoup d'alternatives. C'est-à-dire que soit vous éradiquez, soit vous êtes dans une conception du vivre ensemble, un peu une sorte de tyrannisme béat, vivons avec nos microbes, etc. Aucune des solutions n'est la bonne. Le problème de cette notion d'amphibiose, c'est qu'elle est quand même un tout petit peu réductrice. D'une part, comme l'indique la structure du mot, c'est amphi et bios. Donc amphi, ça renvoie involontairement à l'idée de relation binaire. Donc comme je vous disais, on reste quand même dans ami-ennemi. Le deuxième point, c'est que si elle permet d'embrasser partiellement le dynamisme des relations qui existent entre deux entités, elle repose sur une conception assez figée de ces relations et nous empêche de réfléchir à la manière dont les relations entre ces entités peuvent les transformer. Ce qu'on voit avec les phages et les bactéries, c'est bien que les entités elles-mêmes ne peuvent pas être essentialisées. Elles sont dynamiques, elles sont métamorphosées par les relations fluctuantes qu'elles entretiennent entre elles. On a donc affaire à ce que j'ai appelé la pluribiose, qui est donc, retenez le mot, retenez pas la définition, parce que c'est... faut encore que je la rende un peu plus claire. Mais en gros, c'est des spectres de relations multiples entre des entités qui sont toujours en devenir, c'est-à-dire qui sont formées ou transformées par leur rencontre avec d'autres êtres vivants. Donc les entités, les relations, les milieux, tout ça c'est fluent et profondément relationnel. Si les essentialisations et les catégories, elles sont nécessaires à l'activité scientifique et donc aussi à l'action, et donc je vais revenir à l'action à la fin, la notion de pluribiose nous rappelle que ces catégories, ça reste des instantanés, situés et fixes, de la nature fondamentalement relationnelle du vivant. En ce sens, la pluribiose, c'est un terme pratique pour dire que ni les relations, ni les entités qui interagissent ne peuvent être considérées comme fixes une fois pour toutes, ce qui signifie du coup que les humains ne peuvent absolument pas prédire avec certitude, et même avec une certitude absolue, ce qui résultera de l'utilisation des microbes dans leurs projets, qu'il s'agisse de santé animale, de santé humaine, de biocontrôle ou autre. Pourquoi faire ce petit détour par la pluribiose? Tout simplement parce que l'antibiorésistance bactérienne peut être considérée comme la conséquence des capacités pluribiotiques des microbes. Ceux-ci se rencontrent, ils échangent des gènes, ils se transforment mutuellement, ils se transmettent des aptitudes et des compétences. Et donc, loin d'individus isolés pour lesquels les relations seraient en fait anecdotiques dans leur devenir, les microbes incorporent leurs expériences au sein même de leur ADN. Les virus bactériophages que l'on souhaite utiliser pour soigner des humains sont des entités pluribiotiques. Et je pourrais dire qu'en fait, mais ça c'est un autre élément, qu'en fonction de l'échelle à laquelle on se situe, tout être vivant en fait est une entité pluribiotique. Alors, on va aller à la discussion, quand même. Donc, ce détour par les potentialités des phages, par ce que l'on connaît aujourd'hui de leur rôle, donc des brasseurs de gènes, des composteurs de monde, permis de resituer une pratique thérapeutique dans des dynamiques plus globales. Faire des phages des entités thérapeutiques, ça va être mobiliser certaines seulement de ces potentialités, notamment la capacité de lyse des cellules bactériennes, mais ça ne signifie absolument pas que les phages, de façon générale, soient dépourvus de toutes les autres potentialités.
ce qui implique donc qu'il va falloir faire preuve de prudence dans la façon dont ceux-ci vont être utilisés. Donc, je conclus. En raison de leur mode d'action spécifique, les phages présentent des avantages thérapeutiques absolument indéniables. Ils pourraient soigner des infections devenues résistantes aux antibiotiques. Leur réservoir est potentiellement sans limite et en relation des dynamiques de coévolution qu'ils entretiennent avec les bactéries, on pourra toujours, théoriquement, trouver de nouveaux phages. Donc des avantages nombreux. Mais en plus, la spécificité des phages va permettre de cibler des populations bactériennes restreintes, voire même, comme je vous le disais, l'unique souche bactérienne responsable de l'infection à traiter. Et ça, c'est important dans la mesure où cette spécificité va préserver la plus grande partie des bactéries non pathogènes, que l'on parle du microbiote humain, que l'on parle du microbiote de l'être vivant à traiter de façon plus générale, ou des milieux dans lesquels vivent ces êtres. Ces modes d'action très différents permettent aux infectiologues d'envisager des usages différents. En particulier, la spécificité des phages amène les tenants de la thérapie phagique à privilégier une approche qu'ils appellent sur-mesure, par opposition à une approche dite prêt-à-porter. Le sur-mesure, c'est l'utilisation des seuls phages actifs contre la bactérie pathogène. Jusque-là, ça va, on a nos collections, on prend le phage, on le met. Le prêt-à-porter, c'est la production de cocktails de phages. C'est-à-dire que là, en fait, on va prendre plein de phages dans les collections, on va les mettre dans un cocktail, et là, l'idée, ça va être de mimer l'effet large spectre des antibiotiques, puisqu'avec ce cocktail, on pourra traiter plein de personnes. Les avantages de l'approche sur mesure sont nombreux. On protège les bactéries du microbiote, comme je vous disais, on ne sait pas trop ce qu'elles font, mais a priori, elles sont plutôt bénéfiques. On protège les différents écosystèmes et on diminue aussi le risque d'apparition de résistance, puisque comme les bactéries et les phages coévoluent, il y a toujours un risque que la bactérie puisse s'adapter aux phages qu'on va utiliser pour traiter. Les différentes observations que j'ai pu mener montrent également que la thérapie phagique s'accompagne d'une reconsidération des états d'infection et d'un abandon de la logique éradicatrice, il faut supprimer l'ennemi, qui a longtemps prévalu pour privilégier, lorsque cela est préférable, un maintien à bas bruit des infections qui sont parfois moins délétères pour les personnes malades. Donc en bref, les phages peuvent permettre de penser une infectiologie plus située. Et donc il est temps de revenir à la question politique qui en fait a été présente tout le long, mais qui n'a pas été problématisée en tant que telle. Aujourd'hui, les enjeux sont absolument cruciaux autour du développement de la thérapie phagique en France comme à l'étranger, pour une raison très précise. Pour le moment, les industries pharmaceutiques se désintéressent complètement des phages. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que ça fait plus de 40 ans que la Big Pharma s'est désintéressée des anti-infectieux au profit des traitements pour soigner les maladies chroniques. C'est logique, un anti-infectieux, vous l'utilisez une fois, un traitement contre une maladie chronique, c'est à vie. Donc en termes de rentabilité, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles. Le deuxième point, c'est l'absence de possibilité de brevetage des phages. Pour le moment, on ne peut pas les breveter. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas plus tard. On va toujours trouver des parades. Et donc, a priori, pour l'instant, les possibilités de retour sur investissement pour les entreprises pharmaceutiques ne sont pas gégènes. En plus de ça, c'est très compliqué de mener des essais cliniques. On pourra y revenir dans la discussion. Et ça, les antibiotiques jouent un rôle énorme dans ces questions-là. Alors, on pourrait dire que c'est un peu le bazar. Et souvent, les gens que j'ai rencontrés me disaient « Oh là là, il faudrait que les entreprises pharmaceutiques s'y mettent ». Alors moi, je n'ai pas du tout ce point de vue. En fait, je pense que ça constitue une chance, dans la mesure où les industries du médicament, qui ne sont pas vraiment des industries philanthropiques, cherchent principalement la rentabilité et le profit. Si vous voulez faire du profit avec les phages, il y a deux possibilités, en gros, toujours en gros. La première, c'est on choisit le sur-mesure. Très bien, ok, on préserve les écosystèmes, mais alors on va faire payer très très cher. La deuxième, c'est on choisit le prêt-à-porter, et alors là, on va produire en masse et on va consommer en masse. Et c'est ici que je voudrais revenir sur les deux principes que pourrait remplir une certaine forme de développement de la thérapie phagique. Le premier, c'est être attentif à la dimension écologique des infections et donc imaginer des réponses précautionneuses, précises et ponctuelles. C'est ce qu'on a vu avec le sur-mesure. Mais alors là, si la Big Pharma s'y met, on a la dimension écologique, mais on perd la dimension accessible, puisqu'on va faire payer le sur-mesure très cher. Le deuxième principe, c'était proposer des traitements accessibles à tous, dans la mesure où donc, l'antibiorésistance est un problème massif, mais qui va en premier lieu toucher les populations les plus vulnérables. De nombreux scientifiques et médecins que j'ai rencontrés m'ont dit que si produire des phages demande au départ un investissement assez fort au début, surtout pour mettre en place des process de production qui soient fiables, le coût de développement à terme est en fait pas énorme. Alors, ils ne sont pas tous les mêmes, mais il y en a un qui me disait $20 pour un patient, d'autres me disaient $80. Enfin, ça dépend vraiment en fait du type de bactérie aussi. Mais donc, rien à voir en fait avec les traitements antibiotiques de dernière génération. Donc on voit bien comment les industries pharmaceutiques ne pourront jamais tenir ces deux exigences en même temps. Avec le sur-mesure, on perd l'accessibilité. Avec le prêt-à-porter, on perd l'exigence d'attention au milieu dans lesquels des doses massives de phages pourraient être relarguées. Et alors là, on ne sait pas du tout ce que ça pourrait faire que de mettre des phages partout dans l'environnement à très haute dose. Ils sont déjà partout, mais ils ne sont pas si nombreux que ça quand même. Donc, comme je le disais, les industries pharmaceutiques se désintéressent pour le moment des phages.
ce qui apparaît en fait comme une chance, puisque ça permet d'envisager des modèles alternatifs. Et donc c'est ici que je terminerai comme une sorte d'invitation à la discussion. Aujourd'hui, on a des chercheuses et des chercheurs, des techniciennes et techniciens, des infectiologues, des pharmaciennes et pharmaciens qui tentent de faire exister tout de même la thérapie phagique dans des modèles publics, académiques. Des projets qui, pour certains, plutôt que de s'inscrire dans les imaginaires forgés par les infrastructures antibiotiques, tentent d'y résister en déployant créativité et imagination pour faire exister ce que pourrait appeler en fait une sorte de médecine pluribiotique qui ne soit plus fondée sur des approches massives et universelles, mais sur des conceptions situées de l'infection et du soin. Voilà, je vous remercie et merci beaucoup. Retrouvez dès à présent le temps d'échange faisant suite à cette conférence au format audio. Le lien est en description.